Bienvenue sur ce nouveau débat à vrai dire. Aujourd'hui, on est à l'Espace des Arts de Chalon-sur-Saône et on a été invité par La Péniche, une scène musique actuelle, la scène musique actuelle chalonnaise, qui nous a missionné pour ouvrir un espace de discussion, de parole, pendant le festival Dancing People Don't Die. On trouvera les petits liens sur l'article qui accompagne ce débat. Et alors, on a déjà fait une première partie. On vous invite à aller la regarder si vous avez le temps, l'énergie, l'envie. Et pour cette deuxième partie, on a décidé de parler de l'état de nos relations dans les lieux de fête et de culture. Papa. On se disait tout à l'heure que là, aujourd'hui, on est le quel jour ? Le 8 octobre. Voilà, on est le 8 octobre. Donc hier, c'était l'anniversaire, le triste anniversaire de l'affaire Weinstein. Ça fait 5 ans. Une affaire, un phénomène qui aura largement médiatisé en fait un débat de société qui concerne tout le monde, qu'on soit féministe ou pas. On pose les choses dès le début. On s'interroge maintenant à haute voix en fait sur potentiellement un danger de fracture entre les sexes, une fracture entre des féminismes qui s'opposeraient. On s'interroge aussi sur nos attitudes sociales dans nos rapports de séduction. Dans la sphère privée, mais aussi dans la sphère publique, comme dans les lieux où on fait la fête. Et puis, il y a le phénomène MeToo, du coup, qui a émergé, puis ses petits frères, ses petites sœurs, il y en a plein d'autres qu'on pourrait lister, les hashtags balance plein de trucs, et qui ont relancé une conversation, mais en fait, c'est une conversation qui existe depuis très très longtemps. C'est pas, ça vient pas d'il y a 5 ans. Et cette conversation, juste c'est quoi ? Je me suis dit, on va pouvoir l'illustrer de manière très concrète. C'est une conversation, je sais pas, au détour du repas de famille, le dimanche midi, avec mamie machin qui va dire « Moi, je soutiens la tribune de Catherine Deneuve. Je vous engage à aller regarder cette tribune si vous ne l'avez pas lue. » Et qui va dire « Bah merde quoi, les hommes, ils ont plus le droit de draguer. » Pauvre mamie machin. Ou alors c'est ton vieux pote qui va te dire « Moi, l'écriture inclusive, je trouve que c'est une hérésie. » Franchement. Et puis j'ai peur de me prendre une baigne à chaque fois que j'adresse la parole à une meuf en soirée. Ça peut être aussi le débat à la machine à café entre collègues qui disent le consentement, c'est comme les chaussettes pendant l'amour, ça casse toute la spontanéité. Et puis il y en a marre des féminazis, franchement. Il y en a marre. Voilà, ça pose le contexte. Nous, chez Odile, on s'est dit que ça serait dommage de réduire le débat à une opposition entre les hommes, les femmes les hommes, les femmes, les hommes, tout. Enfin voilà, ce serait dommage de réduire le sujet à en gros, est-ce qu'on peut encore draguer en 2022 ? Parce qu'a priori, on le fait tous. J'ai lu un truc d'ailleurs sur Twitter qui m'a fait bien rire. Comme ça, je dis exactement où je me place aujourd'hui, puisque c'est important que je ne fasse pas semblant. J'ai lu un tweet en réaction à cette fameuse tribune de Catherine Deneuve qui disait pendant que les femmes, moi je rajoute des hommes ou les autres, s'empoignent, rédigent des tribunes, puis des contre-tribunes, puis des contre-contre-contre-tribunes, le patriarcat, il se porte bien. Merci, tout va bien. Donc on va essayer d'aller au-delà. Parce qu'on trouve que ce débat, en fait, il soulève un sujet un peu plus sérieux, qui serait, en fait, l'état de nos relations réelles à l'intérieur des espaces de fête, des endroits où on a envie d'être libre, où on a envie de s'amuser, où on a envie d'être léger, où on a envie de pas se prendre la tête, de profiter d'un moment individuellement qui est cool, mais aussi avec les autres, parce que le but, c'est à ces endroits-là de le faire avec les autres. Et du coup, les questions qu'on pourrait se poser, c'est comment depuis la médiatisation du consentement, comme si ça devait être médiatisé, qu'on ne devrait pas avoir tous intégré déjà la question, comment ça a réinterrogé nos modes d'interaction sociale, et surtout quelles solutions en fait, concrètes on peut mettre dans nos espaces de culture et de fête pour que ça se passe bien, quoi, et qu'on soit tous contents de faire la fête. Parce que, je le rappelle aussi pour situer le débat, l'agression sexuelle, on ne peut pas le confondre avec la drague. Et donc pour ça, sur le plateau, on a invité Stella, qui était déjà là tout à l'heure. Rebonjour Stella. Toi, tu es chargée de médiation, donc médiatrice culturelle, c'est comme ça qu'on dit. Ouais, c'est comme ça. À La Vapeur, une scène musique actuelle aussi, dans la région, à Dijon. Et à ce titre, plutôt pour ce débat, on réfléchit donc avec un collègue à moi et avec l'ensemble de l'équipe sur toutes les VHSS, comme on les appelle, mais violences et harcèlements sexistes et sexuels dans nos lieux, qui est un lieu de fête. On a aussi avec nous Astrid Chevalier,
qui est chargée de communication et ressources à la FEMA. Donc la FEMA, c'est... Oui, donc la FEMA, c'est la Fédération des musiques actuelles de Bourgogne-Franche-Comté. Donc c'est une fédération qui compte des structures adhérentes en Bourgogne-Franche-Comté. On a des salles de concert comme la Vapeur, on a des structures de production, on a des labels, on a des médias, voilà. Et on réfléchit au sein de l'association sur ces questions-là aussi, dans leur sens le plus large. On a avec nous aussi Sarah, du groupe Ultramoule. Alors moi j'ai lu, le groupe se revendique du punk à chat et du gangsta rap, du hardcore softcore aussi. Ouais, c'est ça. Et du coup, on est un groupe constitué essentiellement de nanas, autant sur scène qu'en technique. Et voilà. Et pour nous, c'est important justement de véhiculer des messages militants sur toutes ces questions-là et aussi de passer un bon moment, voilà, de fête. Donc ouais, on se sent concerné par le sujet. Et on a aussi Illustre. Alors c'est trop classe parce qu'on va avoir droit à un showcase à la fin du débat avec toi. J'ai lu, j'invente rien, j'ai lu, pour décrire Illustre, la rappeuse comme les deux pôles d'un iceberg qui cherche à assembler les différences, créer une cohésion, une alchimie dans une société en plein bouleversement, hors des codes et non-binaires, remettant en question les clichés sur le genre. C'est ça. C'est toi qui l'as écrit. C'est mon équipe. Voilà. Mais on l'a réfléchi ensemble. Ok, donc on n'a pas dit de conneries, toi. Par quoi on commence aussi? On peut se poser la question, est-ce qu'on peut commencer par des faits concrets ou par du témoignage? Je ne sais pas ce qui vous fait le plus envie. Des chiffres? Des chiffres, c'est clair. Allons-y. On peut commencer par des chiffres. On peut commencer par des chiffres. J'ai un petit cahier avec quelques chiffres, si vous. Je crois que j'ai vu qu'on a les mêmes. On a les mêmes. C'est nickel. C'est pas du tout étonnant, mais ouais, évidemment, c'est plutôt des chiffres assez référence en ce moment. Tu veux que je les dise du coup? Je veux bien, mais j'ai un truc qui me gêne parce que on a un petit micro qui est abîmé. Ah ouais. Voilà, tu seras plus. Il faut pas que ça se voit. Ça sera plus. Il n'y a pas de raison que tu sois moins soigné que les autres. Du coup, tu veux que je les dise ou tu veux... Ok. Alors, du coup, c'était un peu pour poser le débat, pour savoir d'où on vient et de quoi on va parler. C'était d'abord le pourcentage de femmes qui déclarent se sentir en insécurité en milieu festif. Et donc, tout ça, c'est dans une étude de Consentis, qui est une association qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles en milieu festif. Donc, l'étude date de 2018. Et du coup, ils ont vu qu'il y avait 57% de femmes qui déclaraient se sentir en insécurité en milieu festif, contre 10% d'hommes. Donc, il y a déjà pas mal de décalage. Et ensuite, il y a 60% de femmes qui ont déjà été victimes de violences sexuelles en milieu festif, contre toujours 10% des hommes. Voilà, c'est déjà pas mal pour poser le débat. Et voilà, sachant qu'il y a 78% de personnes qui connaissent quelqu'un qui a subi une violence sexuelle. Donc la violence sexuelle, ça peut aller de l'outrage sexiste au viol. Voilà, c'est assez large. En sachant que pour compléter, je crois que la personne qui est référente chez Consentis, je ne sais pas comment on pourrait le dire, nuance un tout petit peu en disant que parmi les 10% des hommes seulement qui disent s'être sentis agressés ou reconnaître ce phénomène-là, on voit aussi qu'il y a une grosse part de tabou et de difficulté à valoriser le fait que oui, il n'y a pas que les femmes qui sont victimes de violences sexuelles et sexistes. Et d'ailleurs, elle aborde aussi la question des transgenres, où c'est aussi à prendre en compte dans le débat, en fait, pour éviter qu'on fasse un truc trop binaire, justement, trop homme, femme, femme, homme. Et puis aussi qu'il y a, ça c'est le chiffre qui peut tous nous rassembler, mais il y a 93% des personnes interrogées, sur un panel de plus de 1000 personnes, qui trouvent nécessaire d'arrêter ce cirque. Ça pose déjà. Vous, à titre individuel, est-ce que vous avez déjà vécu en fait des choses que vous avez envie de partager? Allez. Non, mais parce qu'on dit, tu vois, il faut que ça soit concret, quoi, un petit peu. Non? C'est toujours parce un peu dur de partager. Oui, d'accord. Comme ça, non, mais on peut ne pas le dire. Moi, il m'est arrivé ça. Mais par exemple, je sais que si je pose la question à tous mes potes, on a tous une anecdote à raconter en disant je suis allé à un concert ou à un festival, il y a machin ou machine qui s'est approché de moi, qui m'a mis une main aux fesses parce que c'est pas une agression, ou il y a machin ou machine qui est venu, on parle des frotteurs par exemple, je sais pas si c'est une des problématiques que vous pouvez traiter ou dont vous pouvez discuter dans une salle comme la Vapeur. Oui, alors à titre individuel, en effet, j'ai déjà
eu des gens proches de moi qui ont eu en effet des mains aux fesses, qui ont eu quelqu'un qui l'a draguée de manière insistante alors qu'elle avait dit non, des gestes plutôt d'hommes qui dévalorisent une femme très clairement, même sans la toucher, mais ça en fait partie, en mimant l'acte sexuel pour la réduire à rien, voilà. Enfin voilà, c'est des choses qui sont courantes en effet. Après, à la vapeur, nous, on n'a pas eu, alors je vais nuancer, mais on n'a pas eu encore de signalement de ça. Mais on se rend compte quand on parle avec l'équipe en global, ça s'est passé quand même. Voilà. Donc la question, elle se pose là aussi, c'est comment ça se fait qu'on a tous vécu ça dans ce lieu-là, et que ça n'a pas remonté, c'est pas remonté, et qu'il n'y avait rien eu après. Et c'est un constat, hein. On parle de la vapeur, mais c'est partout pareil, hein. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et donc, je vais m'arrêter là, parce qu'après, j'imagine que... Si tu dis qu'est-ce qu'on fait tout de suite, voilà. C'est fichu. Voilà. Tu voulais dire quelque chose? Sans vouloir parler de mon expérience, mais je pense qu'en fait, la problématique n'est pas dans le genre, mais dans le comportement humain. Et que, en fait, c'est des façons de faire qui doivent être remises en question. Au-delà du fait que ce soit un homme ou une femme, enfin, ça reste dans l'éducation, ça reste dans le principe, ça reste dans les valeurs, en fait. Et que c'est sûr, on a plus de comportements masculins, mais est-ce que c'est pas dû à une histoire, à des faits sociétaux qui sont déjà là depuis un moment, dans la façon dont s'est construite la société? Je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi, en fait. On aurait réinversé les rôles, ça aurait peut-être été complètement différent. Donc... En fait, moi, je suis pour ce genre de débat, de témoignage, d'avancée. Mais il y a un truc qui me dérange vraiment, c'est le côté les hommes contre les femmes, presque. Et pourtant, je me dis féministe. Je sais que c'est hyper mal vu, mais en fait, la base du féminisme, c'est d'être égal avec l'homme et la femme. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est un combat qu'on mène l'un contre l'autre et qu'il n'y a plus vraiment de sens à tout ça. Enfin, ça a pris des proportions qui font qu'on est tout le temps en train de dire... le genre masculin a fait tant de... Et en plus, on a, quand on compte déjà le nombre de personnes qui disent avoir vécu des violences, quelles qu'elles soient, on ne compte pas celles qui ne l'ont pas défendu dans l'enquête, en fait. Et il y a peut-être aussi plein d'hommes qui ne l'ont pas fait. Oui, ce que je disais, 10%, mais en fait, c'est à nuancer. Parce que tu as des gens qui n'osent pas forcément le partager ou parce que c'est peut-être pas politiquement correct, parce qu'ils sont peut-être pas accompagnés pour le faire, j'en sais rien. Mais en tout cas, le ratio, il est quand même pas le même. On est d'accord. Mais bon, voilà, c'est juste pour le nuancer, t'as raison. Sarah, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, et ce qui est dénoncé, et je suis complètement d'accord avec toi, en fait, c'est le patriarcat. C'est pas tant homme contre femme, etc. C'est le système patriarcal qui est là, quoi. Et c'est aussi même un système qui est à déconstruire, même en tant que femme, qu'on a ingurgité, qu'on a aussi à l'intérieur, et justement, enfin, même par exemple dans le cas d'Ultramoule, même si on a je veux dire, on a des chansons qui parlent de ça. On a une chanson qui s'appelle Paye ta schneck et qui parle en fait, qui reprend que des phrases qui ont été prononcées par des hommes dans la rue. Qui ont été entendus, et c'est ça le pire, par des femmes ou des minorités de genre, d'agression verbale, quoi. Et donc nous, on a cette chanson en fait qui vient vraiment dénoncer tout ça, et on a quand même à la fin, de temps en temps, en fait, des choses très choquantes qui nous arrivent, même dans ce genre de milieu. Marie Konda qui s'est déjà fait pincer les fesses aussi, et c'était par une femme, et en fait c'est des comportements, ouais, on est d'accord, et c'est des comportements mais qui sont créés par le patriarcat, et comment est-ce que nous en fait on les a aussi ingurgités, quoi, assimilés, et en fait qu'il faut déconstruire tout ça. C'est de la déconstruction, mais il faut le décrier pour pouvoir le déconstruire tous ensemble et tous ensemble, quoi. C'est ça aussi, ouais.
Du coup, si on veut vraiment savoir de quoi on parle, il faut le décrier pour pouvoir le déconstruire. Est-ce que peut-être on peut faire un petit point juridique aussi, c'est-à-dire redéfinir ensemble ce que c'est que les violences sexuelles et sexistes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se lance? Est-ce que je le fais? Est-ce que je la retrouve pas exactement? J'ai peur de dire une bêtise, mais en fait, c'est quand même d'imposer à autrui un contact. Voilà, on va dire un contact, par la menace, la contrainte, la surprise aussi, c'est un événement souvent voilà, ou la violence. Déjà, on sait de quoi on parle, parce que quand on se pose la question de dire, mais alors, est-ce qu'on peut draguer? Parce que du coup, est-ce que c'est quoi draguer en fait? C'est nécessairement aller au contact directement? Est-ce que c'est juste, tu vois, pouvoir entrer dans un rapport de séduction qui implique pas de la violence, de la surprise, de la contrainte ou de la menace? C'est important de se le dire parce que du coup, moi, en préparant le débat, je me disais, mais en fait, pourquoi la question elle se pose maintenant que le débat a été un peu ouvert et mis en lumière par MeToo notamment? Pourquoi on en arrive au point où les gens se disent, ah mais attendez, on a montré ce qui va pas, en fait, grâce à ce phénomène, on en parle, on en entend parler de plus en plus. Mais pour autant, même si on en parle, même si on trouve que c'est pas bien, y a une partie de la population qui se dit, mais en fait, du coup, ça m'interdit quelque chose. Et pas ça autorise aux autres de pouvoir être tranquille en train de faire la fête. Et du coup, qu'est-ce que ça interdit en réalité? J'étais restée sur les définitions des violences. Il y a aussi différents stades. Enfin, tout est important. Mais voilà, la jurisprudence, la loi, le droit, l'encadre différemment en fonction de ce que c'est. Astrid, je crois que tu as le... Oui, mais bon, du coup, je vais être un peu maître loyal, j'ai l'impression que j'ai de la caution juridique. Oui, mais t'es l'institution. Elle a noté. Non, mais c'est parce qu'en effet, en fait, qu'est-ce que c'est qu'une violence sexiste et sexuelle? Ça, peu importe que ça vise une femme, un homme, une personne non-binaire, c'est que ça commence à l'outrage sexiste, qui est vraiment un outrage, c'est de l'insulte, c'est un propos qui met la personne mal à l'aise, c'est un comportement, c'est pas un délit, ça peut aller jusqu'à une contravention, mais voilà, c'est un comportement, des paroles qui sont mal accueillies, et c'est ça, je pense, aujourd'hui qu'on peut confondre avec ah bah je peux plus draguer, je peux plus rien dire. Je pense que c'est un peu, ça se situe à ce niveau-là, parce qu'après on va à l'injure publique sexiste. Ça peut se confondre aussi, où c'est injurier, insulter la personne dans un lieu public. Et un lieu public, ça peut être un lieu physique, autant que... en fait, il faut que d'autres personnes le voient pour que ce soit public. Ça peut être, donc, ça peut être Internet, ça peut être la presse, enfin voilà. Après, on a là le harcèlement sexuel, qui est un délit, qui peut prendre la forme d'une attaque répétée, ou une attaque qui exige quelque chose d'une autre personne, exige une faveur sexuelle d'une autre personne. On passe ensuite à l'agression sexuelle, qui est un délit et qui là comporte un attouchement physique sur des zones précises, hein, c'est vraiment délimité par la loi, donc les seins, le sexe, l'entrecuisse, la bouche, voilà. Et ensuite le viol, qui là est vraiment un crime. Voilà. Donc ça a beaucoup de facettes en fait, et je pense que ça a été compliqué de théoriser toutes ces facettes, parce qu'il y en avait qui étaient plus ou moins acceptées en fait. Enfin, c'est ce que disait l'outrage. On voyait pas tant le problème, quoi. C'était de l'insulte, c'était pas, on va dire, hyper grave, alors qu'en fait on se rend compte maintenant que ça a des conséquences psychologiques sur les victimes. Quand c'est répété, ça devient du harcèlement. Enfin voilà, c'est des choses qu'on commence tout juste à théoriser, donc on commence tout juste à parler, et je pense que ça peut faire un peu mal quand on a agi comme ça par le passé, sans s'en rendre compte vraiment qu'il y avait de la violence derrière, et c'est compliqué de se remettre en question en disant peut-être que c'était violent en fait. Et comme on va parler d'un contexte de fête, l'être sous emprise d'alcool ou de produits, c'est une situation, enfin c'est aggravant. Donc ce n'est pas il était sous, c'est bon. Non, il ou elle était sous. Non, c'est justement aggravant, et du coup la sanction est plus importante pour l'agresseur ou l'agresseuse. Je me disais que même avant en fait d'en arriver au lieu de fête lui-même,
Il y a aussi tout ce que ça suppose en fait d'angoisse et d'appréhension sur le fait de se rendre dans les lieux de fête, de se dire en fait moi je suis obligée de réfléchir à la manière dont je vais m'habiller parce que je sais pas bien ce que ça va provoquer. Je suis obligée de réfléchir à la manière dont je vais m'assurer que je peux rentrer dans des conditions où je me sens pas menacée. Enfin voilà, une espèce de pression, de charge mentale en fait en amont. Ça, je sais pas. J'ai l'impression que c'est des choses dont vous parlez toutes les deux en fait dans vos textes. Est-ce que vous voulez nous en parler ? Moi personnellement, je le ressens, ma façon de m'habiller, parce que j'ai vraiment un côté très féminin et un côté très masculin. Et il y a eu une période maintenant, enfin, je ne dépends pas de ça, mais vraiment une période où je me laissais repousser les cheveux. Et je me suis dit, en fait, non, parce que je me fais tout le temps draguer, quoi. Et c'est chiant. Et donc, après, j'aime ce style aussi. Hein. Je ne dépends pas de ça, mais ça a été un questionnement que je me suis fait, quoi. Donc, c'est que ça va loin, déjà. Parce que c'est que rien que le regard porte une intrusion à ma personne, en fait. Et d'autant plus sur scène, du coup, aussi, en tant qu'artiste ? Après, sur scène, en tant qu'artiste, déjà, on a ce côté où on se représente, on sait qu'on a regardé, on sait qu'on doit séduire déjà le public. Donc, après, c'est jusqu'où j'ai envie d'aller le séduire, quoi. Je peux très bien séduire avec ce côté masculin aussi, quoi. Ça, c'est pas vraiment les codes, quoi. C'est vraiment la gestuelle, qu'est-ce qu'on va donner, la limite. Mais en fait, je parlais plutôt des codes de genre, en fait, qui font que ça attire ou pas le regard masculin, pour le coup, et qui peuvent paraître tendancieux alors que pas du tout. Et je pense que c'est tellement ancré en nous, en tant que femmes aussi, qu'on a ce regard-là aussi, en fait. Mais moi, je me retrouve à avoir des propos sexistes envers des gars, des fois. Enfin, souvent, même. Donc finalement, le rôle, il est à déconstruire des deux côtés. Et je pense qu'effectivement, un mec, en vrai, un mec torse nu, on va directement dire tu fais le beau gosse. Alors que non, en fait. Ou pas, d'ailleurs, ça dépend le corps, mais c'est encore des codes, quoi. C'est la représentation. Qu'est-ce qu'on en dit, qu'est-ce qu'on en tire, qu'est-ce que ça nous fait penser. Avec notre histoire aussi, quoi, je pense, en parallèle. Ça dépend vraiment de plein de choses. Je me tourne vers toi parce que j'ai pas écouté toute la discographie d'Ultramoule avant le débat, mais j'y manquerai pas par la suite. On le mettra en jingle aussi, on mettra tous les artistes, on les intégrera. Mais du coup, j'ai l'impression que quand même dans votre créativité, dans ce que vous proposez, en fait, il y a vraiment ce sujet de pouvoir faire la fête. Mais pouvoir le faire tranquillement, comme on se disait, et que justement, c'est pas tant une opposition homme-femme qui est mise en avant, c'est pas le propos, quoi. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, vraiment, c'est ce but-là, c'est de se dire, en fait, il y a des choses qu'on a envie qui changent et qu'on a envie de mettre en avant, de décrier, mais et que chacun en fait trouve sa place et justement dans la fête, que tout le monde se sente bien. Et par exemple, c'est ça qui est très complexe parce que c'est ce nous on a envie de valoriser, et après en fait dans le public, comment est-ce qu'on arrive à le mettre en place. Et ça c'est vraiment c'est des réflexions qu'on a, c'est comment est-ce qu'on joue avec le public et qu'est-ce qu'on dit pour que ça crée, mais ça dépend aussi de la soirée, ça dépend de l'heure à laquelle on joue, ça dépend du public lui-même. Et des fois, t'es sur scène, t'es en train de toi déjà de faire ce que t'as à faire, jouer, rapper, chanter, faire ton show, etc. Et t'es aussi en vigilance de voir ce qui se passe dans le public pour être sûr que tout le monde se sente bien, et parce que t'as envie que en fait ça puisse pogoter, mais en fait quand ça pogote, tu te rends compte que c'est les mecs qui prennent la place devant et les meufs qui sont repoussées sur la périphérie. Et là, tu dis, en fait, moi, ça me va pas. Tu te rends compte qu'il y a un groupe de nanas qui se font emmerder. Et là, c'est pareil. Et c'est plein de choses comme ça où ça nous est arrivé aussi de le voir et de pas réussir ou de pas le percevoir tout de suite et de se dire, merde, on a loupé quelque chose, mais on nous a dit ensuite que ça s'était passé. Donc ça, on essaye de le réfléchir, de voir un peu comment est-ce qu'on peut...
juste en une phrase venir le poser en fait le cadre là-dedans, ou comment est-ce qu'on peut en fait venir le voir, enfin alors le voir en même temps qu'on joue, ça c'est quand même assez compliqué. Oui, mais du coup, c'est intéressant parce que ça m'amène à penser ce que tu dis. Donc vous, c'est dans votre production artistique déjà, c'est des questions que vous portez, c'est des questions que vous diffusez. Vous êtes en tant qu'artiste en vigilance quand vous êtes sur scène, mais je pense que c'est pas la meilleure place pour intervenir a priori, à moins de sauter dans la fosse et de se mettre en danger soi-même. Du coup, je me retourne vers vous parce que si c'est pas tout à fait aux artistes ou que c'est en dehors de leur proposition artistique au moment de jouer, d'intervenir, est-ce que c'est possible de poser ce cadre qui permet à tous d'être bien à travers les structures, et comment on fait? Est-ce que c'est difficile? Enfin, qu'est-ce que ça suppose en fait dans une salle de concert, par exemple, de dire nous on aimerait bien qu'ici il n'y ait pas de violence sexuelle et sexiste? C'est vaste. Vaste question. Mais c'est vrai que ce que tu dis, j'en ai parlé aussi à des amis musiciens, musiciennes, qui se disaient nous, on veut pas cautionner ça, mais on est sur scène, et si on voit quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête, on dit quoi? Enfin voilà, c'est des questions. Et du coup, d'où l'importance encore une fois, d'une politique globale du lieu qui accueille les concerts, et que les artistes peuvent s'appuyer sur ce qui est mis en place dans la salle. On parle de violence pour le public, il peut y avoir aussi des violences en loge, donc c'est important aussi, on accueille tout le temps des personnes différentes sur les concerts, c'est important qu'ils puissent s'appuyer sur un cadre, comme tu dis, poser le cadre dans ton concert, poser le cadre aussi du lieu où on accueille des personnes. Ça, c'est important. Et du coup, quel est ce cadre et comment il se construit? Y a des choses qui sont posées maintenant par le ministère de la Culture. Ça, c'est des obligations, du coup, dont tu parles. Ouais, c'est des obligations pour des lieux du coup, financés par les pouvoirs publics, de mettre en place des formations sur les violences sexistes et sexuelles pour les dirigeants et administrateurs de ces structures. Donc, c'est déjà un premier pas sur la sensibilisation un petit bout de l'équipe sur ces violences. Ils espèrent qu'après ça va redescendre. Voilà, après l'idée c'est en effet que si on va aller plus loin, et beaucoup de salles le font, former l'ensemble des équipes. Nous c'est ce qu'on a fait aussi à la Vapeur. Et ensuite là on est en plein dans l'écriture d'un protocole de traitement, signalement, et puis ensuite prévention des violences sexistes et sexuelles. Alors ça part de comment est-ce que la personne qui a subi quelque chose est au courant, qu'elle peut en parler, à qui elle en parle pendant la soirée, comment ensuite la personne responsable du lieu agit. Est-ce que c'est la sécurité qui ne sait pas forcément bien agir là-dessus? Est-ce que c'est un membre de l'équipe? Est-ce que cette personne est formée à l'écoute? Enfin, ça pose 1000 questions, et en fait, ça pose la question de comment on accueille du public et comment on pose le cadre de cet espace safe. Maintenant, on utilise beaucoup ce terme. Et comment, du coup, ça questionne notre fonctionnement interne. On est une institution, on a des salariés, et du coup, comment être présent sur tous les concerts sans que ça pèse trop sur nos temps de travail. Enfin voilà, on est sur des questions méta pour justement faire en sorte que cet espace de fête soit un espace safe. Voilà. Et ça fait partie maintenant des démarches de beaucoup de lieux que ce soit salle de concert de fête ou des lieux de diffusion, de danse, d'autres choses qui sont peut-être un petit peu moins de fête. Voilà. Safe, ça veut dire sécurisant. Ouais. Pour les non-anglophones. Mais c'est important, et j'ai même lu, moi, en cherchant, qu'il y a même des associations qui disent safe, c'est-à-dire c'est l'hyperlatif, c'est-à-dire que c'est même pas sécurisant, ça devrait être la base, en fait, c'est le plus sécurisant possible pour toutes et tous, quoi.
À la FEMA, c'est des choses aussi qui sont réfléchies dans la structuration du réseau musique actuel? Ou est-ce qu'il y a, quand tu parlais t'es chargé de ressources, est-ce qu'il y a des outils qui sont mis à disposition? Comment ça se passe? C'est en construction parce que c'est une réflexion qui est longue et on a aussi assez peu de moyens humains comme financiers. Et du coup, on y réfléchit. Nous, notre but, c'est que, donc, comme disait Stella, maintenant, il y a le Centre national de la musique ou le ministère de la Culture qui conditionne ces aides à de la formation des dirigeants et tout ça. Et nous, notre but, c'est que tous nos adhérents, même les plus petits qui n'ont pas forcément les moyens de se payer une formation ou une formatrice qui vient une journée, comme vous avez pu le faire, puissent se former et puissent après transmettre à leurs équipes, à leurs bénévoles. Du coup, on organise une première formation, nous, en novembre, à Besançon, sur justement comment reconnaître les violences homophobes, sexistes et sexuelles. Voilà, on espère en faire une à Châlons bientôt, d'ailleurs, c'est dans les tuyaux. Et notre but, c'est après de faire une autre formation sur comment former les bénévoles. Enfin, voilà, on est en fait relais régional d'une campagne de communication et de formation nationale qui s'appelle Ici, c'est cool. Donc c'est de la communication, c'est des affiches pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles dans les milieux festifs. Et ils organisent des formations et nous, du coup, on prend leur programme de formation qu'on fait en région. Voilà. Et donc on fait ça. Et d'ailleurs, dans les lieux festifs, il y a beaucoup de campagnes de communication qui existent parce que je pense que c'est un premier pas en fait pour le public. Si ils entrent dans un lieu et qu'ils voient qu'en fait il y a des affiches qui disent que c'est pas ok, les mains en fesses, c'est pas ok, voilà, les violences, je pense que c'est déjà un premier pas qui rassure en fait, qui est assez visible et qui est assez simple à mettre en œuvre. Maintenant il y a Ici c'est cool, il y a Consentis qui fait des affiches, il y a Act Right, enfin il y a vraiment plein de choses qui peuvent être en tout cas un tout premier pas pour montrer au public que le lieu est un lieu engagé ou un lieu qui défend ces causes-là. Du coup, ça me fait penser à deux choses. La première, si tu dis, il y a des formations qui sont mises en place. Du coup, il y a une obligation des structures pour continuer à percevoir des financements publics de mettre en place ces choses-là. Mais est-ce que c'est de la bonne volonté des équipes et de leur propre compte formation d'aller pouvoir suivre cette formation? Ou est-ce que c'est, puisqu'on veut en faire une politique globale, publique, est-ce que, en fait, il y aura des petites enveloppes comme ça pour que les gens ils puissent se former parce que c'est une nécessité et que ça ne doit pas venir emprunter d'autres comptes de formation auxquels ils peuvent prétendre, quoi. En fait, ils ont mis ça en place l'année dernière. Donc, la première année, il y a le Centre national de la musique qui dispensait des formations en ligne gratuites pour que les structures puissent après accéder à leurs aides et que les dirigeants soient formés. Mais après, c'est quand même pas mal. Enfin, vous, la Vapeur, par exemple, c'est vous qui l'avez pris en charge. Et on a eu des aides. Il y a des aides du CNM qui existent aussi. Il y a des aides du CNM. Il y a c'est une aide qui s'appelle Aide au projet égalité femmes-hommes, qui donne des aides pour ça. Il y a l'AFDAS qui aide pas mal aussi. Enfin, il y a des moyens de se faire aider. Voilà. Mais c'est toujours plus compliqué pour des petites structures qui n'ont pas forcément de moyens, qui ont un salarié, qui n'ont pas le temps d'aller chercher ces ressources-là. Et c'est là que nous, en tant que fédération, on veut que ce soit le plus simple possible et qu'ils puissent venir une journée gratuitement et puissent se former, quoi. Oui, puisque là, on parle des salles, mais il y a aussi les festivals. Il y a tous les moments festifs qui sont éphémères et qui ont déjà du mal à se structurer peut-être par ailleurs, même si les salles aussi ont des festivals, comme aujourd'hui. Mais du coup, par quoi ça passe, en fait, à ce moment-là ? Est-ce qu'il y a aussi une obligation en fait d'avoir, je sais pas, des personnes qui vont pouvoir te parler des violences sexuelles et sexistes sur un festival? Est-ce qu'il y a des personnes identifiées dans ces lieux-là? Alors oui, normalement, on est tête de réseau et on accueille d'autres assos à faire des concerts dans nos lieux. Du coup, les règles, c'est celles qui seront à l'œuvre à la Vapeur. Donc, on aura aussi cette obligation de sensibiliser l'équipe qui va venir organiser son concert à la Vapeur. Donc ça, c'est pour le cas Vapeur. Mais c'est vrai que ça me fait penser, oui, à toutes ces structures qui organisent des concerts ou des soirées dans des cadres plus informels, etc., avec beaucoup de bénévoles, du militantisme et pas de temps de se poser 1000 questions, de poser, de se dire quelle affiche on va mettre, etc. Il y a déjà plein de kits qui existent, c'est super. Mais du coup, en effet, il y a plein d'aides qui existent. Et pour moi, j'ai aussi l'impression que il faut pas calquer un modèle.
Là, on propose un protocole. On peut le retrouver sur le site du CNM. Il faut penser à ci, ça. Mais en fait, il faut absolument l'adapter à son contexte, évidemment, de structure. Et je pense aussi à des collectifs militants à Dijon qui, en fait, sont hyper avancés sur ces questions-là. Mais du coup, ils sont dans leur contexte à eux. C'est important de s'inspirer, de voir ce qu'ils font parce qu'ils sont générateurs d'idées. Mais après, il faut aussi voir qu'est-ce qu'on en fait et puis comment, dans une institution, dans l'institution, avec des salariés et tout ça, comment le faire et comment le faire sans dénaturer le propos féministe qu'il y a derrière. Voilà, des fois, ça peut poser des questions. Et justement, ça me faisait repenser à cette obligation de formation. Dès que quelque chose est obligatoire, où est la volonté de le faire vraiment? Voilà. Mais voilà, ça va venir partout. Cette volonté. Je suis un peu perdue. C'est pas moi aussi, du coup. Ça m'a un peu perdue. Non, l'heure avance tellement vite, c'est un truc de dingue. Ce que ça m'évoque, du coup, en vous écoutant, c'est que aussi, ça passe pas par un pan plutôt qu'un autre. C'est-à-dire qu'il y a effectivement la responsabilité, en fait, des organisateurs, d'événements de fêtes. Mais il y a aussi les participants de la fête. Et du coup, les participants, il y a le côté potentiel victime ou victime et le côté aussi tout le monde, comment on s'approprie le truc et comment en fait on fait pour faire de l'éducation, de la sensibilisation auprès des publics. Est-ce qu'il y a des outils aussi qui existent? Voilà, vas-y. Moi, je veux bien rebondir là-dessus. Justement, on avait participé à un festival en Corrèze l'année dernière et où il y avait eu, au début de la soirée, une partie de théâtre forum sur justement comment. Donc, le théâtre forum, c'est. Merci. C'est comment reproduire en fait des situations d'oppression. Avec donc une compagnie de théâtre qui est formée pour, donc avec des comédiens, comédiennes qui vont rejouer une scène d'oppression, d'agression, de choses comme ça, et où donc le public est invité à arrêter la scène pour pouvoir prendre la place soit de la personne qui a été agressée, soit d'une personne qui peut être une personne ressource en fait autour, et de pouvoir rejouer la scène, de pouvoir soit se défendre, soit en fait d'être l'allié et pouvoir aider la personne autour. Et ce qui permet juste de reprendre un peu le pouvoir en fait sur ce genre de situation où on se sent souvent en fait dans ce genre de moment, c'est là où on perd nos moyens et où même en tant que des fois on voit ce qui est en train de se passer et on sait même pas non plus, on est un peu sidéré quoi, et on sait pas non plus comment agir et réagir, et donc qui est en fait cette sensibilisation là en fait avant le début de la soirée, qui est ce petit temps, ça a été 1 heure et c'était vraiment chouette en fait. Je trouve que c'est vraiment des outils qui sont très puissants et qui, en plus de le voir, ça permet à ceux qui sont pas très au courant c'est quoi la limite, de se rendre compte mais en fait je peux être relou des fois, s'ils se rendent compte que en fait ouais c'est mon genre de comportement, de se rendre compte qu'en fait on est en capacité d'agir si y a quelqu'un qui se fait en fait qu'on est témoin de quelque chose et qu'on est en capacité aussi de réagir de différentes manières en voyant des personnes le faire à la place quoi. Voilà. Et du coup, ce que tu évoques, c'est qu'une des pistes de solution, c'est pas forcément sur le temps de la fête elle-même que ça se passe, c'est peut-être potentiellement en amont et en aval, quoi, parce que, effectivement, soit pour intervenir, mais parce que c'est des mécanismes dont on doit peut-être se saisir avant pour savoir comment on vient, comment on se comporte dans un lieu avec tout le monde. C'est comme quand on apprend aux enfants qu'au spectacle, on doit s'asseoir, respecter les artistes qui sont sur scène, le public avec des bons comportements. Est-ce que c'est du même ordre en fait de pouvoir communiquer avec son public quand on est organisateur de fêtes? L'éducation aux spectateurs, ça peut être de l'éducation au bon comportement social en milieu festif? Oui, ça peut être ça, mais en fait, comme on le disait sur l'autre débat, tout ça est systémique et du coup, il y en a partout dans tous les milieux. Et
je trouve qu'au-delà de mettre en place un protocole, si jamais il se passe quelque chose, etc., qui est essentiel, c'est aussi d'afficher et de faire toute cette prévention, de se dire c'est quoi la fête aujourd'hui, c'est travailler au consentement. Alors c'est quoi le consentement, on pourra en reparler. Mais en fait c'est aussi sensibiliser tout le monde à avoir des comportements respectueux envers tout le monde, femmes, hommes, etc., etc. Et toutes les autres discriminations d'ailleurs. Parce qu'en fait il suffit juste de changer un mot et c'est pareil sur le racisme par exemple ou l'homophobie. Voilà. Mais voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ça. Si, tu réponds comme tu veux, de toute façon. C'est ce que tu disais au début du débat, en fait, c'est qu'en fait, c'est de l'éducation dès le plus jeune âge, et c'est de la responsabilité des organisatrices de soirées, mais c'est aussi après de la responsabilité individuelle. Et on ne peut pas former tout le monde tout le temps à bien se comporter dans un lieu festif. Il faut que ça vienne aussi de soi. Et du coup, c'est des outils à mettre en place qui dépassent qui dépassent tout ça, quoi, à mettre en place très tôt à tous les égards, au niveau scolaire, au niveau familial. Voilà, après, ça relève aussi de la responsabilité individuelle, quoi. Oui, mais moi j'ai envie de dire, et pourquoi pas en fait? Pourquoi est-ce que justement il faudrait pas que à chaque soirée, que ce soit des festivals, des salles, des trucs comme ça, même si c'est 10 minutes, en fait, comme quand on dit avant le théâtre, éteignez vos téléphones, tu vois, on prend toujours ce temps-là. Pourquoi est-ce qu'il y aurait pas aussi, chacun en fait va respecter et va être en fait attentif à ne pas être relou, à ne pas être et juste en fait de prendre ce temps-là. Est-ce que faire de la pédagogie de partout? Carrément, mais il y a en Occitanie, il y a une salle, La Grange, tu sais ce que c'est? Je sais plus. Le Bouillon Cube, je crois. Et eux, elles ont fait une campagne d'affichage qui est assez cool, et des jingles à passer dans la salle, où c'est en gros entre chaque concert, à, je sais pas, 30 secondes, un peu sur le temps humoristique, qui dit en fait, ne soyez pas relous. On est dans un lieu festif. Si vous faites ça, vous allez être dehors. Enfin voilà, en gros, c'est des petits jingles. Et du coup, ils disaient, c'est hyper simple à faire. Tout le monde peut le faire et l'adapter à son lieu. Et en fait, c'est un truc très bête, mais si on n'a pas le temps de prendre le temps de regarder les affiches et tout ça, on s'en fout un peu, on est un peu obligé d'écouter quand ça passe entre les concerts. Donc il y a des petits outils comme ça qui existent et qui sont plutôt malins, ouais. Je pense qu'il y a aussi il y a un rôle à jouer dans l'action qu'on a dans le dialogue avec l'agresseur. C'est-à-dire que selon le type d'agression, on peut s'adapter aussi. C'est-à-dire que si quelqu'un vient nous fait une réflexion un peu dérangeante, il y a deux façons de réagir, soit on ignore, soit on rentre dedans. Si on rentre dedans, il aura gagné parce qu'on aura répondu à son agression. Il cherche un dialogue. Le truc, c'est qu'en fait, à force d'être ignoré, il se rendra compte qu'à force de le faire, il n'obtient aucun résultat, en fait. Après, selon les types d'agression, je dis bien c'est relatif parce qu'il y a des choses, il faut les faire intervenir. Mais c'est pareil, il y a un moment donné où dans la justice, en fait, ils ne prennent pas en compte les choses. Donc, ça remonte aussi plus haut, quoi. Et ça, par quel intermédiaire y arriver, je ne sais pas. Est-ce que le public sait? C'était le moment. Tu voulais intervenir? S'il y a quelqu'un déjà, ouais. Ou toi, hein, je crois que tu avais envie de dire un truc, non? Alors vas-y, il faut allumer le micro. Non, en fait, il y a deux choses. Il y a la première chose, il y avait une réflexion du fait qu'il y ait des milieux militants qui mettent en place de certaines choses et qu'on pourrait s'en inspirer. Et notamment, et c'est lié à pour moi en tout cas à deux choses, c'est que déjà aujourd'hui il y a des gens qui sont formés, mais pas formés en mode juste, on passe une après-midi avec un ou une chargée à l'éducation, je sais pas quoi, de je sais pas quelle commune ou je sais pas quelle entité. Je respecte les institutions, mais elles ont ses limites. C'est des gens qui sont formés, qui font des diplômes universitaires, qui sont pluridisciplinaires, qui ont des capacités à ça et qui sont pas embauchés en fait par les institutions. Et là, il y a un gros problème là-dessus, c'est qu'il y a des gens qui prennent le temps de passer 1 an, 2 ans, 3 ans, voire des masters de 5 ans, voire plus même, de formations pluridisciplinaires qui ont des gestions de droit, de psychologie, de médecine, de plein de choses, et que derrière, ces gens-là ne sont, pour beaucoup, que des personnes ressources pour des formations d'une après-midi. Et ça marche pas en fait. Parce que, et c'est là où je reviens au milieu militant, c'est que dans beaucoup de lieux militants, et moi dans ceux dans lesquels j'ai grandi, souvent les milieux trans et drag, c'est que dans toutes les soirées drag auxquelles j'ai participé, à chaque fois il y avait des drags référents qui étaient identifiés,
où tout le monde savait que s'il y avait un problème, on pouvait aller voir ces personnes-là et que ces personnes-là étaient des médiateurs ou des médiatrices de conflits et que c'était ces personnes-là qui prenaient la décision de tège ou pas de la personne, de régler la... ouais, c'est un peu violent. Mais, en tout cas, de mettre à l'écart la personne qui pose problème. Ou de la tège, vraiment. Hein, de la tège, vraiment, mais surtout dans le processus que cette personne est exclue de ce cercle-là à ce moment-là, mais est immédiatement prise en charge par d'autres personnes et n'est pas exclue du cercle social. Parce qu'il y a cette volonté aussi de ne pas exclure du cercle social, parce que sinon, une personne qui agresse et qui est exclue du cercle social va automatiquement recommencer, donc ça ne sert à rien, en fait. Et voilà, est-ce que c'est chiant à mettre en place ? C'est absolument pas chiant du tout. Et c'est surtout que c'est... Après, il y a différentes manières de le faire. L'exemple le plus, entre guillemets, marquant et humoristique, c'est tout le processus des couvents de la perpétuelle indulgence, qui sont des dragues, qui sont déguisées en bonnes sœurs, avec les grands trucs d'autrefois, les grandes bonnes sœurs comme dans Louis de Funès, là. Et donc avec des immenses chapelets, et qui vont prêcher la bonne parole, en fait. Donc ça, c'est... On peut pousser le curseur à son maximum en disant on identifie des personnes, mais elles sont tellement identifiables qu'en fait, du coup, il y a aussi un aspect un peu dissuasif parce que c'est des personnes qui sont mouvantes dans le lieu. Et donc, tu sais qu'à tout moment, si tu fais un pas de travers, la personne, elle peut être là, en fait, juste derrière toi, et elle a l'autorisation hiérarchique de venir te dire là, t'as fait de la merde, donc soit tu te calmes et ça passe, soit tu t'en vas. Et d'ailleurs, tu dis c'est pas chiant à mettre en place, mais on le voit dans d'autres domaines de plus en plus. Moi, quand j'étais petite, ça n'existait pas. Mais à l'école, aujourd'hui, tu as des médiateurs de cours de récré qui sont qui sont entre les profs, le personnel et les élèves, et qui vont dire tiens, moi, peut-être qu'ils ont de meilleures clés aussi pour pouvoir communiquer avec leurs camarades et dire tiens, j'assiste à une situation de conflit, comment on fait pour la résoudre ensemble et pas uniquement en faisant appel à la punition ou voilà. Mais après, alors c'est pareil, ça dépend du degré aussi de ce qui se passe dans la salle pour le coup. Voilà. Après, je pense qu'il y a toujours des bons volontaires qui viennent intervenir ou qui sont aptes à recevoir l'information, mais c'est encore plus haut, quoi. C'est la police. J'ai déjà appelé la police à 3h du matin parce que je me faisais agresser. Elle m'a dit, clairement, c'était une femme. Qu'est-ce que tu fais à 3h du matin ? J'étais à 5 minutes de chez moi. Je promenais un chien. Enfin, non, en fait. Enfin, même quelle que soit la raison, en fait, je suis à 5 minutes de chez moi, je suis libre. C'est la nuit, ok, mais non, en fait. Et c'est grave, en fait. Et il n'y a rien pour ça, quoi. Que ce soit une agression ou autre. C'est que si même les femmes s'y mettent... Lol. Est-ce qu'il y a d'autres réactions dans le public, genre, ouais. Et après, j'ai envie de demander à Adrien, je te prends pas en traître, du coup, je te le disais avant, mais est-ce que, parce que tu disais, il y a toujours je sais pas si c'était ça exactement, mais tu disais, il y a toujours des gens de bonne volonté. Est-ce que c'est une possibilité, en fait, de proposer ce sujet-là à l'ensemble des bénévoles, par exemple, d'une salle, et de leur dire, est-ce que demain, si on a au-delà du cadre, en fait, parce que dans une salle, on sait que ça se passe, il y a les organisateurs, les programmateurs, les artistes, le public, mais il y a aussi les bénévoles, souvent, qui participent du festival et qui sont peut-être cet intermédiaire entre les deux, en fait. Est-ce que c'est possible dans une salle de dire, tiens, on communique avec nos bénévoles sur cette question et on les accompagne pour qu'ils se saisissent de ces questions et peut-être qu'après, ils soient dans le public ou en tant que bénévoles, une bonne interface entre... ils sont un peu au milieu de tout ça, quoi. Eva, pardon, mais du coup, comme ça, tu as le temps de réfléchir. C'était pas de pression. En plus, tu vas voir, je vais transitionner. Cool. Parce que effectivement, et par rapport à ce que tu es là, ce que tu disais aussi, moi aujourd'hui, en tant que personne usagère, c'est ma demande quand je vais dans un lieu et qui fait que d'ailleurs, il y a bien des lieux que je fréquente plus parce que j'ai plus les reins pour pas pour encaisser ou pour prendre le risque d'encaisser un truc que j'avais pas forcément envie de vivre. Une interaction pas choisie, pas voulue, pas confortable pour moi, ça, j'ai envie de vous dire, je sors dans l'espace public, je prends ce risque-là, donc ouais, je joue avec ça, ok. Deal, la société n'est pas encore prête à changer sa manière de fonctionner. En revanche, quand je vais dans un lieu, aujourd'hui, mon attente en tant que personne usagère, c'est de savoir vers qui je peux me tourner pour que ce soit pas moi, la personne qui me retrouve exclue, parce que ma réaction jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, et encore dans des lieux dans lesquels je ne sais pas vers qui me tourner, c'est de prendre mon sac, mes affaires, mes baskets et de me casser. Et du coup de me retrouver encore une fois exclue et de me dire je m'en vais.
Et donc, du coup, ça fait un peu transition, effectivement, sur qu'est-ce que au-delà des politiques, du collectif, du global à penser, et que c'est pas moi qui vais dire l'inverse, il faut vraiment qu'on le questionne. Mais moi, je me tourne directement, en tant que personne usagère, vers les structures. Comment j'identifie où sont mes ressources en cas? La parole est à... Merci beaucoup Laetitia de me prendre au dépourvu comme ça. Ah non, je t'ai prévenu. Non. Je vais rebondir sur 2 trucs avant. L'histoire de tu promènes ton chien et tu te fais agresser et la police qui te répond qu'est-ce que tu fais dehors. On a eu ce cas-là à la fin d'une soirée de Chalon dans la rue où une fille s'était fait agresser à la sortie du square Chabas. Je crois qu'elle avait des côtes cassées, machin. Et on était avec le régisseur de site, on a appelé les flics, la gendarmerie, et c'est on peut pas venir, il n'y a personne de disponible, en gros on n'a pas que ça à faire. Puis derrière, ambulance, machin, mais la réponse des autorités, c'était on peut pas s'occuper de ça. Ce qui était un petit peu dommage. Très très dommage d'ailleurs. On a fait les formations aussi VHSS. Donc il y a les dirigeants de l'asso qui les ont faites, la directrice, le président, et derrière on l'a proposé donc au reste de l'équipe salariée, au reste des membres du CA et à quelques bénévoles. Donc le sujet en fait il circule au sein de l'association. Ça prend du temps de mettre en place des processus. Je crois qu'il y a des choses comme demander Angela au bar ou commander un cocktail particulier qui n'existe pas sur la carte, pour demander de l'aide en toute discrétion. Nous, on n'a pas eu le temps de mettre en place ces choses-là pour le moment. Par contre, c'est dans les discussions, c'est dans les débats, c'est dans la tête des bénévoles. Et je sais que les bénévoles sont de plus en plus vigilants aussi, naturellement, sur ce qui se passe dans le public, sur ce qui se passe autour des bars. Je sais qu'on a des bénévoles qui naturellement vont faire des tours, voir si ça se passe bien, s'il n'y a pas de soucis, sans que ce soit un créneau obligatoire, sans que ce soit un créneau de bénévolat affiché. Donc voilà, on n'a pas le processus pour le moment, mais par contre, les bénévoles sont à l'écoute et sont vigilants. Après, les processus vont se mettre en place par de l'affichage dans les toilettes, dans les espaces de bar de restauration, à la billetterie. Mais voilà, ça prend un petit peu de temps. Moi, je propose qu'ils regardent tous le débat et que ça puisse se faire dès le repliage du festival Dancing People d'Andai. Comme ça, on perd pas de temps et on place des trucs demain, après-demain. C'est vrai que c'est très important quand même pour les bénévoles, parce que les bénévoles sont le premier contact. Nous, on a des bénévoles au bar. Clairement, sur l'affiche qu'on met dans les toilettes, c'est adressez-vous à la sécurité ou au bar. Et au bar, alors certes, il y a un responsable bar qui est salarié, mais il y a aussi plein de bénévoles. Et c'est ceux qui servent, même ceux qui sont au scan billet, que les personnes, les spectateurs, ont identifié en rentrant comme personne de la structure. Et du coup, il y a un responsable de soirée qui est là à chaque fois. Il n'est pas identifié. Il y a peut-être une réflexion à mettre en place là-dessus. Une casquette rose. Ouais, je ne sais pas. Ou comme tu dis, une belle coiffure. Non, je ne sais pas. Mais en effet, c'est hyper important parce que c'est les premières personnes et il faudrait pas qu'ils prennent déjà pour eux, c'est des bénévoles, donc agir sur eux, cette responsabilité, etc. Et comment le faire, voilà, il faut. Mais c'est surtout qu'ils sont peut-être le premier contact, réel aussi. C'est pas forcément l'équipe encadrante qui va être dans le public et où du coup. C'est aussi les accompagner à créer un lieu safe que de se dire on les laisse pas non plus tout seuls comme ça à engager leur responsabilité personnelle, commencer à se battre, j'en sais rien, qui sait. Leur tourne. Est-ce qu'il y a d'autres réactions dans le public? Avec plaisir. Il faut parler dans le micro, par contre, parce que sinon, on ne vous entendra pas. Oui, juste un mot, parce que ça n'a rien à voir. Moi, ce n'est pas du tout le domaine du spectacle, mais je m'interrogeais en vous écoutant, en me disant que c'est très, très bien, c'est très important, ces médiations, tout ce que vous écrivez là. Mais moi, ça m'interroge sur la construction de l'individu. Pourquoi on est obligé de mettre en place tant de médiations? Et c'est de la déformation professionnelle. Mais quand je vois l'augmentation qu'on a dans les écoles du harcèlement des enfants entre eux, de la violence des enfants, ça commence peut-être là.
peut-être qu'on aura moins besoin de médiateurs si un jour on arrive à commencer à ce niveau-là, quoi. On se dit qu'il faut prendre le problème de tous les bouts de la chaîne. Je suis bien d'accord, mais j'avais envie de le dire parce que moi, raison. mon quotidien, c'est plutôt de voir des gamins de primaire qui parlent du harcèlement ou des tentatives de suicide suite au harcèlement, quoi. Alors, on peut mettre des médiateurs en maternelle, mais bon, il y a peut-être d'autres choses à penser aussi, quoi. Voilà. Je suis assez d'accord, je rebondis parce que du coup j'ai vécu le harcèlement scolaire au collège et j'avais beau intervenir, ça continuait, c'était moins flagrant parce que mes parents étaient intervenus, mais ça perdurait en fait. Donc même quand ils arrivent à le faire en le cachant aussi, quoi. Donc en fait il n'y a pas vraiment de solution. Enfin, je veux pas entendre ça. Non, mais c'est hyper finir le débat. C'est hyper défaitiste, mais c'est mon vécu en fait. Enfin, on a intervenu, j'étais dans le privé, enfin, j'étais avec des gens qui avaient eu une éducation, les parents étaient corrects, et non, en fait, ça n'a pas marché. Donc, si vous l'avez, trouvez-la, quoi. Alors, je ne l'ai pas, mais en fait, moi, je trouve personnellement, mais t'as raison. C'est important de dire que ça bouge pas aussi, parce que c'est la réalité. Enfin, il y a des trucs qui bougent, c'est trop bien, mais il y a des trucs, même en intervenant, ça bouge pas. Donc, si on le constate pas, ça rebougera pas non plus, quoi. Mais du coup, c'est pour ça que de se donner le meilleur outillage possible, en fait, c'est peut-être pas répondre complètement à la solution, mais c'est au moins s'engager à faire que ça change, même si on n'arrive pas à tout maîtriser. C'est dire, on laisse pas le truc sous le tapis en se disant ce sera les prochains qui s'en occuperont. Je pense qu'on va clôturer là parce que non, il y a encore une intervention, mais décidément, ça n'arrête plus. Je veux juste rajouter que les violences sexistes et sexuelles, elles font partie d'un tout, quoi. Et que là, on est quand même sur une salle qui est quand même hyper blanche, hyper valide, hyper standard. Et du coup, c'est peut-être bien aussi de le souligner, de se dire c'est cool de parler de ça, mais il ne faut pas oublier que ça fait partie d'un tout, de tout plein de violences qui s'entremêlent, qui s'entrechoquent, et que souvent, c'en est que l'outil et que le petit bout de l'iceberg qui ressort. Et en dessous, il y a quand même pas mal de choses qu'il ne faut pas oublier, quoi. Je crois que Stella l'avait. Et les autres discriminations, complètement. Stella l'avait souligné en disant on peut remplacer un mot par un autre et dire. Ça a été un tout petit peu glissé au détour, mais de dire n'importe quel mot peut être remplacé, même si elles ne se substituent pas l'une à l'autre, ces formes de violence. Du coup, cette fois, je décide que c'est terminé, parce que sinon on y passera la nuit, même si. Je nous encourage à continuer à ouvrir ces espaces de discussion, même si c'est pas suffisant. Même si je peux dire aussi qu'on a envie de voir que les choses changent pour se sentir libres toutes et tous de fréquenter les lieux de culture et puis d'aller faire la fête, peu importe notre âge, peu importe d'où on vient, peu importe nos conditions sociales, peu importe... Ne me regarde pas comme ça, j'ai l'impression d'avoir dit une bêtise. Peu importe, j'ai perdu le fil. Et je pourrais peut-être conclure en disant qu'il y a une application qui existe, qui s'appelle Safer, si je dis pas de bêtises. Je voulais en parler. Tu voulais en parler, alors c'est parfait. Mais tu peux le faire, je te laisserai le mot de la fin. C'est juste que du coup, en attendant que tout se mette en place, que tout soit déjà que tout roule, il y a cette application qui existe et je pense que ça, on peut le faire demain, mettre les affiches pour dire elle existe, elle est fonctionnelle. Je sais pas si c'est suffisant, mais en tout cas, elle a le mérite d'avoir été inventée et d'être en usage. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit du coup, Monsieur Loyal? Merci. Non mais oui, Madame Loyal. Ouais. Non mais oui, mais du coup c'est une application qui est pour les festivals du coup pour l'instant, pas pour les salles encore, où c'est des bénévoles qui sont formés et à agir sur un festival. La spectatrice, le spectateur doit juste télécharger l'application s'il constate. Ça marche même quand on n'a pas de compte. Tout à fait. Sur l'application. Il ne faut pas se faire un compte spécialement. Et si on vit une violence ou si on constate une violence, on peut juste envoyer un message sur l'application. Quelqu'un de la team bénévole arrive et emmène dans un espace safe. Et du coup, il y a vraiment des personnes qui sont formées pour ça, pour un événement en particulier. Et ça a commencé il n'y a pas longtemps, ça a l'air de bien marcher. Voilà. Il y a 35 festivals qui l'utilisent un peu partout. Ça a commencé à Marseille. Et voilà. Et ils sont hyper ouverts à la discussion et ça s'utilise de partout. Je vais nous remercier d'avoir pris ce temps pour discuter et s'écouter. Je voulais aussi dire que nous, pour Odile, c'est très important d'avoir ce genre d'échange parce que
On est, nous, situés dans un territoire où il n'y a pas forcément de lutte ultra structurée ou de militantisme à l'avant-garde des dispositifs possibles ou d'espaces de parole créés pour ces échanges-là. Et que c'est d'autant plus important de prendre en compte tout le monde, de dire que c'est pas que dans les grandes villes qu'on peut réfléchir à ce genre de sujet. C'est aussi à Chalon-sur-Saône, c'est aussi à Mont-Soleil-Mines, et c'est aussi au fin fond de la campagne, parce qu'on est tous concernés par l'envie de faire la fête. Je vous remercie et je vous laisse retrouver la suite du débat, le premier débat sur le site d'Odile.tv, et on se retrouve pour un prochain débat très vite.